Étrange confluence expérimentale que la fin des années 60. En effet, aussi soudainement que brièvement, l'instance réglementaire de la narration est attaquée. La phrase est en péril. Elle cherche à se réinventer, à muer. La phrase se prend pour ce qu'elle n'est pas. La phrase se croit paragraphe, roman, se passe de majuscules, d'articulations, de points final. En un mot, la phrase rêve de liberté. En 1968, Albert Cohen décide dans Belle du Seigneur de se contenter d'une majuscule et voilà tout. Dans une dizaine de passages de quelques pages qui reviennent de manière régulière dans cet épais roman, l'auteur renie toute ponctuation et n'écrit qu'une seule longue phrase. C'est soudain une plongée dans l'esprit passionné de ses personnages, sans virgule, ni point, ni conjonction de coordination, pour lier les unités syntaxiques entre elles. 1968, c'est aussi l'année de parution de L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, de Georges Perec. Une phrase de 80 pages. Dans ce texte, on retrouve bien une majuscule au premier mot, et un point après le dernier, mais rien de plus. Entre ces bornes, plus rien de connu. C'est la tentative d'épuisement non pas d'un lieu, mais d'un organigramme qui explore le meilleur moyen de parvenir à une entrevue avec son patron en fonction de la réussite ou non des étapes qui précèdent la dite entrevue. Livre typique de l'Oulipo, livre de la redondance, mais aussi et surtout de l'humour. 1968 toujours, ce n'est pas la parution, mais c'est le début de l'écriture d'un autre terrible roman de la redondance qui sera publié en 1970 par Pierre Guyotat, Éden, Éden, Éden. Roman d'une seule phrase de 270 pages, d'une majuscule, de tous les signes de ponctuation ou presque, ainsi que les barres obliques, mais roman d'une virgule finale et non d'un point, car cette orgie organique répétitive comme le désir et la guerre ne peut connaître la moindre trêve, sauf au dernier jour de l'humanité. Philippe Sollers se défiera de la phrase à son tour en 1973. Enfin, Bernard-Marie Coltès, avec La nuit juste avant les forêts, utilisera en 1977 cette méthode frénétique, s'accordant au départ une majuscule et de nombreuses virgules pour rythmer la lecture ou l'écoute, tout en se refusant au point final traditionnel. À la place, l'auteur répétera 4 fois le mot « pluie ». Et l'on comprend ainsi qu'il n'y a plus rien à dire, que le disque s'est finalement rayé. Tous ces textes forment ensemble un corpus assez singulier dans notre littérature, auquel on peut adjoindre quelques autres tentatives plus précoces, comme Samuel Beckett avec L'image dans les années 50, ou Hubert Gonnet avec Karl en 1953, qui fera de nombreux paragraphes une seule phrase. Toujours est-il que ces expérimentations sont toutes filles du monologue de Molly Bloom dans l'Ulysse de James Joyce, paru un demi-siècle environ avant tous les textes cités. C'est lui qui ouvre la voie d'une phrase pensée, sans transition. Alors, pourquoi cette soudaine recrudescence à la fin des années 60 ? Difficile à dire. Il faudrait des recherches complémentaires que je n'ai pas souhaité mener dans cet épisode, mais l'on peut aisément trouver des pistes dans l'état de la littérature d'alors en France. Le nouveau roman a accouché de ses successeurs. L'Oulipo, bien sûr, qui inventorie et explore toutes les potentialités du langage, la nouvelle critique et le structuralisme, qui renouvellent ou défont les méthodes traditionnelles de réception et de conception de l'œuvre, l'influence de la revue telle qu'elle, et bien entendu, la quête de liberté sociale, tout cela sont les prolégomènes à toute recherche. En France, aucun des romanciers cités ne fut véritablement à l'origine de cette exploration. Un an avant eux, en 1967,
une femme qui faillit obtenir le prix Goncourt livra un roman constitué d'une seule phrase de 200 pages. C'était alors son deuxième livre, 12 ans après Ces Princes, paru en 1955 aux éditions de la Table Ronde. Elle était presque une inconnue, et étrangement, après cette prouesse technique, elle le redevint tout à fait. Pendant 60 ans, on oublia son nom, son visage, et jusqu'à son souvenir. Puis deux passants, un jour, tombèrent sur un étal et un livre au titre fantasque. Renata, n'importe quoi. Une femme de ménage décide de tout quitter avec seulement quelques bagages et quelques lettres pour devenir une libre. Elle voyage dans la ville et autour, refusant toutes les contraintes et toutes les aides pour trouver la véritable liberté. Ce fut pour ces deux passants l'évidence même. Ils s'étonnèrent qu'aucun éditeur n'eût jamais songé à rééditer ce livre. Ils investiguèrent, découvrirent que défier la postérité était possible avec ce roman. Ils l'avaient déjà fait. Et oui, clin d'œil malicieux du destin, ces deux passants étaient éditeurs. En 3 mois à peine, Catherine Guérard retrouvait les librairies, la presse, la lumière, et ainsi, une phrase que l'on croyait achevée et perdue à jamais, repoussait l'encre de son poing en 2021. Oublieuse postérité, épisode 23. Être une libre. Renata n'importe quoi est donc le deuxième livre de Catherine Guérard. Elle avait déjà publié en 1955 un court roman intitulé Ces Princes. Dans ce dernier, Antoine, jeune polytechnicien, tombe amoureux, bien contre son gré, d'un vieux général. S'ensuit une relation passionnée, déraisonnable à bien des égards, relation qui, en raison même de la violence de la première moitié du XXe siècle, s'obscurcira. L'amour ne se soustrait pas au devoir. Et si un innocent devrait croire à cette folie, il paierait tôt ou tard le prix de sa désertion. Il est important de s'arrêter un instant sur ce premier roman avant d'étudier Renata, n'importe quoi, parce que ce deuxième livre est peu ou prou l'exact contraire de son prédécesseur. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord parce que Ces Princes est un récit bref, d'une centaine de pages, qui couvre plusieurs années, là où Renata pèse 2 à 3 fois plus lourd et ne couvre pas même 72 heures. Incidemment, Ces Princes est un pur récit elliptique qui reprend à son compte le canevas de la nouvelle et plus particulièrement du conte. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir le titre. Une phrase peut valoir des semaines, des mois, une année. C'est la puissance du conte de fées. Le plus long paragraphe du roman court sur 12 lignes. 12 lignes d'une écriture plutôt large, là où Renata n'est composée que d'un seul paragraphe, et mieux, d'une seule phrase durant laquelle la plus longue ellipse est celle d'un assoupissement. Ces Princes, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour, est le récit d'un asservissement. Catherine Guérard le met d'ailleurs en exergue, puisqu'en épigraphe, elle écrit ceci. Prince, : celui qui possède une souveraineté. Toute l'histoire est bien celle d'Antoine qui cherche à devenir l'ombre du général, qui cherche à se confondre avec l'existence du vieil homme, qui, d'une certaine manière, fait tout pour renoncer à son autonomie. Espionnage, crainte, jalousie, fuite, installation, dissimulation. Ce sont peu ou prou toutes les étapes d'une déshumanisation vers un renouvellement de sa condition qui sont décrites par Catherine Guérard. Antoine renonce peu à peu à son caractère indépendant, paresseux, et plus prosaïquement, sans doute hétérosexuel, pour renaître autre dans la paume du général. Renata n'importe quoi, au contraire,
est le récit de la liberté absolue. Liberté formelle avec cette unique phrase, mais aussi liberté théorique, philosophique, avec cette femme qui croit pouvoir s'approprier ce bien théorique en une matinée ou presque. C'est donc bien entendu le récit d'un fantasme, et en ce sens, Catherine Guérard reste dans la filiation de son premier roman, mais bien vite l'héroïne se détache des personnages de ses princes, en même temps qu'elle se détache de toute contrainte, sauf de quelques valises et quelques lettres reçues d'un mystérieux Paul, qu'elle promène avec elle pendant tout son périple. Pendant 3 jours, Renata va visiter la ville, puis la campagne, rappelant là l'étrange voyage de Maulois, de Samuel Beckett, voyage tout de voué à l'échec, du moins semble-t-il. Sans nommer ce roman, c'est un rapprochement qu'André Delmas avait déjà fait dans un article du Monde, à la sortie du livre de Catherine Guérard. Je cite « Et si l'on pense à Beckett en lisant Catherine Guérard, c'est moins à cause de l'obstination de son personnage à poursuivre jusqu'à la déchéance complète ses propres obsessions, que par la simplicité, et même par l'uniformité, d'une langue dont Beckett lui-même a défini les caractéristiques principales. » De Beckett, l'on peut aussi songer, comme je le disais en introduction, à l'image, qui parut pour la première fois en 1959 en revue. C'est un texte d'une dizaine de pages, composé lui aussi d'une seule phrase. Il s'agit là de la tentative de restitution, pour paraphraser Claude Simon, non pas d'un retable baroque, mais d'un printemps cubiste. Le ton de cette courte nouvelle est différent du roman de Catherine Guérard, plus erratique, plus nominal, mais l'on retrouve les modalités de l'exploration technique des possibilités de la phrase, qui se veut indomptable, à l'image, donc, de la pensée. Enfin, si ces princes est le récit d'une dépendance, de l'acceptation de l'altérité, Renata est tout son contraire. La narratrice est confrontée à une multitude de personnages secondaires, dont beaucoup souhaitent l'aider, lui offrant de la nourriture, une chambre, un abri durable. Toujours, Renata refuse, souvent avec dédain ou brutalité. Renata, sans le savoir, voudrait détruire le monde. Elle lance des anathèmes contre les travailleurs, contre les aventuriers. Car après tout, c'est quand il ne reste plus rien que soi que la liberté peut commencer. Récit elliptique contre récit condensé, récit de l'asservissement contre celui de la liberté, récit d'amour contre récit de la solitude. Catherine Guérard est passée en 12 ans d'un pôle à un autre. Pourquoi ? Nul ne le sait véritablement. D'autant plus qu'aucun 3e roman ne viendra éclairer la trajectoire de la romancière. Ses princes en 1955, Renata n'importe quoi en 1967, puis silence, ou presque, jusqu'en 2010, année de sa mort. Ce que l'on sait de Catherine Guérard est menu. L'on doit tout ou presque aux éditeurs, François Grosso et Renaud Bwenner, des éditions du Chemin de Fer, qui découvrirent ce roman par hasard, au détour d'un étal de bouquiniste, je cite, « Rien, un clin d'œil, un titre étrange, quelques mots happés sur une 4e de couverture, suffisent à éveiller leur intérêt. La lecture, bien entendu, les convainc. S'ils publient de la littérature contemporaine, ils éditent aussi des auteurs méconnus du XXe siècle, rééditent des livres d'auteurs comme Giono, Simon ou Genet, et publient, enfin, des inédits de Violette Leduc ou de Béatrix Beck par exemple. Pour cette inconnue nommée Catherine Guérard, il faut alors immédiatement partir à la chasse aux ayants droit, mais avec un nom si commun, il est impossible de les retrouver. C'est donc vers l'éditeur historique du roman qu'il se tourne, Gallimard. Aubaine, personne n'a jamais réclamé les droits de Renata n'importe quoi. Gallimard leur cède donc aisément l'autorisation de publication, mais pas les droits, ce qui est une nuance très importante.
alors même que l'éditeur ne sait pas si l'auteur est encore de ce monde. En à peine plus de 3 mois, les livres sont imprimés et prêts à être distribués. Alors que la presse s'empare de cette actualité, de nouvelles informations à propos de Catherine Guérard leur parviennent. Notamment par la voix d'une journaliste à Libération qui met les 2 éditeurs sur la piste d'Yvonne Baby, qui évoque le souvenir de Catherine Guérard dans un livre de souvenirs, justement, à l'encre bleue nuit. Il découvre alors que le dédicataire de Renata n'importe quoi, un certain François, n'est pour le coup pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de François Mitterrand. De même, les lettres dont Renata ne veut pas se séparer tout au long du roman, d'un certain Paul, sont en réalité celles de François Mitterrand, jetant, selon Yvonne Baby, un éclairage sur le caractère obsessionnel de Catherine Guérard. Ainsi y a-t-il sans doute beaucoup de l'auteur dans le caractère de ses personnages. D'autres découvertes s'accumulent. Un autre texte, publié sous pseudonyme en 1971, dans une collection pour adolescents, sobrement intitulée « Love, Love, Love ». Sorte d'écho innocent de négatif pastel à Éden, Éden, Éden de Pierre Guyotat, que nous évoquions en introduction. On en sait bientôt plus sur elle et sa famille, ce qui ne nous intéresse pas dans cet épisode. On la trouve à l'origine d'une controverse musicale à propos d'Hector Berlioz. Une conversation ultérieure avec Annie Ernaux a permis de découvrir que Catherine Guérard ne parvenait plus à écrire après Renata n'importe quoi. Ce qui explique simplement, et tristement, sa disparition progressive de la vie littéraire jusqu'à cette résurrection en 2021, grâce au travail, à la passion et à une certaine forme de probité des éditeurs du chemin de fer. Audace récompensée, puisque Renata n'importe quoi obtiendra le prix mémorable décerné par le réseau des librairies initiales à une réédition remarquable. Prix qui a déjà d'ailleurs récompensé Emmanuel Bove, Raymond Guérin ou encore Jean Meckert. Renata aura bientôt atteint les 5000 exemplaires vendus, tandis que des traductions dans plusieurs langues se préparent, mais le traitement de ces demandes revient à Gallimard, puisqu'ils sont encore détenteurs légaux des droits. Comme nous l'avons déjà évoqué, la trame de Renata n'importe quoi est a priori loin d'être complexe. Une femme d'entretien quitte tout pour devenir une libre. Cette utilisation du terme est une très ingénieuse trouvaille. Le mot libre n'est pas utilisé comme un adjectif, mais comme un nom, comme un substantif. Renata ne pense pas qu'elle est une femme libre, mais simplement une libre. C'est ainsi que sans le moindre effort, et surtout sans le moindre discours biologique ou philosophique, Catherine Guérard essentialise finement la condition de son héroïne. Nul attribut n'est nécessaire autre que la liberté pour la définir. C'est, selon moi, un tour de force. On ne naît pas femme libre, on ne le devient pas non plus, parce que l'on sera encore un objet de la liberté. En devenant une libre plus qu'une personne libre, on devient la liberté, et l'on échappe enfin, et par essence, à tout lien de subordination. Renata devient, pour reprendre le titre du premier roman, à son tour, prince des temps et de l'existence, c'est-à-dire souveraine de tout. Pour Renata, toute cette aventure est très simple, et je cite « La liberté, c'est de s'asseoir sur un banc et d'écouter les oiseaux chanter. » Elle le dit dès la seconde page du roman. Ainsi, tout le programme du livre est annoncé. La quête de la musique, ce qui fait écho à la propre vie de Guérard, puisqu'elle fut un temps chroniqueuse musicale dans le magazine Elle, et celle de la position assise. Renata ne le pressent pas à cet instant enthousiaste qui inaugure sa nouvelle condition de voyageuse,
Mais déjà un problème se pose. Comment la station immobile pourrait être la liberté ? Comment pourrions-nous être libres en étant figés sur un banc ? Et évidemment, l'auteur ayant du talent, elle devine le piège avant son héroïne. C'est ainsi qu'elle décide de rendre tous les bancs ingrats. C'est que Guérard se méfie du renoncement ou de l'accomplissement qui guette à chaque instant dans une entreprise aussi hardie que celle de Renata. S'asseoir et y trouver du plaisir, c'est déjà prendre racine, c'est déjà appartenir à un lieu, alors qu'on croyait simplement reprendre des forces pour mieux repartir. L'espèce des arbres qu'elle observe n'est pas nommée, mais l'on songe immédiatement à Roquentin et au marronnier. Au marronnier qui se presse contre ses yeux, dans La nausée de Jean-Paul Sartre, à ces racines qui révèlent aux malades les modalités de l'existence jusqu'à l'obscénité. On les devine tous deux, assis l'un à côté de l'autre, sans le remarquer, l'un contemplant la matière brute et lourde, l'autre les ailes supposées de la liberté. Renata n'importe quoi, derrière ses allures d'épopée ingénue, reprend à son compte les codes du roman pré-existentialiste des années 20 et 30, avec ses personnages qui errent dans la ville, non sans but, à la recherche d'une substance, d'un sang léger à se ficher dans les veines. C'est par exemple le cas de Serge dans Le Rôdeur de Pierre Herbart. C'est le cas de tous les personnages ou presque du premier Philippe Soupeau, de Jérôme dans Le Mémorial secret de Guillaume Gollaine, et de tant d'autres. Renata reprend aussi les codes du roman absurde des années 40 et du début des années 50, ainsi que L'étranger d'Albert Camus bien sûr, mais aussi de Je vivrai l'amour des autres de Jean Quérol, ou encore de La fuite de Jean Forton, dont Jean-François, le narrateur, s'exclame dès la fin du premier chapitre, après avoir quitté sans raison son domicile dans la nuit, « Et ma joie naquit tout d'un coup. J'eus la certitude d'être libre. Désormais, je me sentis heureux. » Cette seconde vague de romans urbains s'est transformée en à peine 2 décennies. Ces derniers ne sont plus des errances à la recherche de matière. La Seconde Guerre mondiale est passée, et ce qu'il restait d'espoir rougeoyant dans la nuit, ce qu'il restait de désespérante braise, s'est à jamais éteint. Il n'y a plus rien à chercher, et seule l'agonie, douloureuse ou fade, est le phare des hommes. Mais déjà la marée remonte, la deuxième moitié des années 50 balaye cette horreur ontologique avec le nouveau roman. Les années 60 se moquent du vide avec le retour progressif vers soi, vers la valeur de soi, vers un soi insignifiant qui pourtant devient le sujet mythologique par excellence. À la fois héritière sans le savoir encore et traîtresse à cet état de fait, Catherine Guérard va faire de cette errance dans la ville la quête absolue, transformant la fuite en départ. Et c'est là une nuance infime et pourtant capitale. Renata est pleine d'espoir. Elle part à la reconquête d'une identité détruite jusqu'alors par la guerre, par le nihilisme ou par le formalisme. Catherine Guérard piège les bancs que Renata convoite. Tantôt il pleuvra, tantôt on viendra la déranger, tantôt on la chassera. La société, si l'on souhaitait faire une lecture politique de cette œuvre, ce qui est largement faisable, notamment en raison de sa proximité immédiate avec mai 68, moins d'1 an plus tard, semble ne pas vouloir perdre Renata. En la malmenant, elle rappelle à la narratrice qu'on ne peut se soustraire à elle juste parce qu'on l'a décidé. S'asseoir sur un banc, c'est encore un acte politique. S'asseoir sur un banc, c'est encore demander au préalable la permission au monde entier. S'asseoir sur un banc trop longtemps, c'est encore et toujours devenir un paria, un vagabond des villes. C'est d'ailleurs la même défiance vis-à-vis du sommeil et de la position allongée.
Renata est sauvée du repos par un voisin dans une cage d'escalier qu'elle pensait libre, préservée d'une chambre d'hôtel qu'elle aurait pu bien trop vite accepter en raison de motifs économiques, réveillée par les rêves et l'angoisse au cours de sa dernière nuit dans le roman. On le voit, l'ingéniosité de Catherine Guérard est simple, mais habile. Il ne faudrait pas sous-estimer cette part absurde ou éventuellement kafkaïenne de l'œuvre. Ainsi que K, dans le château, Renata ne rencontre finalement jamais le destinataire de ses actes, mais rencontre de manière récurrente des obstacles. Ces obstacles sont d'ailleurs terriblement ambivalents. Ils s'opposent au dessin de Renata, comme nous venons de l'illustrer, et pourtant, ils l'obligent à renouveler d'habileté et de détermination pour maintenir son cap vers la libération. C'est dans l'adversité que se construit ce personnage, adversité qui semble autant celle de l'inanimé que du vivant, qui revêt parfois l'apparence de l'aide, du bon samaritain, et dont Renata ne discerne pourtant que la langue fourchue et la queue du diable. Comment donc se mouvoir tout en restant assise, puisque la liberté pour elle, c'est un banc. Trouvant une parade, Renata se décide à emprunter le métro. Brillante idée de l'auteur qui semble résoudre un problème presque insoluble, ce qui est bien la voie de la délivrance, et l'on croit que Renata va savourer ce moment d'absolu. Brillante idée certes, mais brillante idée immédiatement suivie d'une idée non moins brillante. Ce métro a pour trajet une boucle. Il finit par revenir à son point de départ. Même si l'écriture et le ton général du roman nous prémunit d'une filiation trop stricte avec une certaine littérature de l'absurde, force est de constater que Catherine Guérard ne peut elle-même échapper à un certain asservissement littéraire et historique, nous rappelant habilement qu'elle aussi est prise au piège. Qu'écrire le roman de la liberté, c'est nécessairement rendre un hommage à ceux qui nous ont précédés, et donc charger bien involontairement de toutes ces références, échouer après eux. Kafka n'aura jamais réussi, Beckett pas plus, Louis-René Desforêts non plus, Maurice Blanchot encore moins. Si Catherine Guérard va plus loin que ses illustres prédécesseurs, formellement parlant, avec ce choix de la phrase sans fin ou presque, ce qui est d'ailleurs autant une liberté qu'une condamnation, elle semble provisoirement déboucher sur le même constat. Cette entreprise de libération est impossible. C'est en tout cas ce qu'il faut lire dans le sous-texte de cette boucle souterraine. Et j'ai pensé, ça, c'est la bonne vie. Et aux stations, ça allait, ça venait, le monde, surtout quand c'était des stations principales. Et ça roulait, le métro. Et moi je pensais, où je vais arriver ? Est-ce que ça va être bien là où je vais descendre ? Et puis j'ai pensé, peut-être que le métro va en Italie ou en Pologne, et que quand je sortirai, je serai dans un pays où on ne parlera pas français. Et ça m'amusera bien cette pensée. C'était comme si je la croyais un peu. Mais tout de même, je savais bien que c'était des idées bêtes à moi. Mais pourquoi pas ? Je pensais, tout va tellement vite maintenant, les autos, les gens, les avions, et le métro aussi il va vite. J'ai pensé. Et j'étais bien. J'étais toute calme. Et je pensais, ça doit être bien de continuer toujours dans le métro, jamais descendre. Continuer. Tout le jour. Toute la nuit. Cet extrait illustre un autre élément fondamental du texte. Renata est naïve. Les personnages de Catherine Guérard, d'une certaine manière, sont naïfs. L'écriture de l'auteur, aussi, est en partie naïve. Bien sûr, cela n'exclut pas la colère, l'indignation, et pourquoi pas l'insulte, ce que se permet d'ailleurs assez souvent Renata, mais l'on perçoit dans la narration, entre les lignes, le secret espoir que l'aventure ne sera pas vaine, que la fuite va fonctionner, qu'il y aura un terme à toute cette folie, et qu'il sera réconfortant
et pourquoi pas éternelle. C'est en grande partie parce que le personnage de Renata est ingénu que le roman fonctionne si bien. C'est cette innocence qui permet l'espoir. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient, dit Matthieu. Renata fait partie de ces humbles, de ceux qui ont acquis une sagesse surprenante, à savoir écouter les messages du cœur. Bien sûr, il n'y a pas la moindre parabole religieuse dans le roman de Catherine Guérard, mais il y a la croyance forcenée, car Renata, malgré tous les obstacles, ne renoncera jamais. Après avoir été victime de toutes les frustrations, de tous les imprévus, après avoir atteint de fugaces instants le sentiment de plénitude, mais bien plus souvent celui de l'irritation, elle semble atteindre les portes du royaume à la fin du texte. Se dépouillant symboliquement à l'extrême, elle ne conserve avec elle que les marques d'amour pour pénétrer dans cette forêt où les oiseaux chantent et où, peut-être, quelques arbres trop âgés pour tenir debout deviendront les plus doux des bancs. Que devient Renata après la fin du roman ? Traverse-t-elle la forêt entière pour découvrir qu'un champ, qu'une route, qu'une ville se cache de l'autre côté, que l'envers du décor n'est ainsi que le rejeton de sa face ridée ? Finit-elle par apprendre le premier et dernier enseignement de l'existence ? Tout le théâtre qui nous entoure et qu'on voudrait fuir n'est que l'excroissance bruyante et bétonnée de soi-même ? Enterrant ses dernières possessions, Catherine Guérard nous livre-t-elle la métaphorique et macabre réponse ? Renata s'enterre elle aussi ? Et la phrase suivante n'a aucune raison d'être, car elle ne serait constituée que de 2 mots. Je meurs. Ou au contraire, enterrant enfin, après cette odyssée fantasque, ses dernières possessions, Renata parvient à se libérer des dernières et plus robustes chaînes qui la liaient à la société, rejoignant ainsi Taureau au bord de l'étang mythique de Walden. Je crois que ce n'est pas tout à fait cela. Renata n'est ni en fuite, ni suicidaire, ni érudite. C'est une femme bornée et naïve. Elle rejoint en cela la figure d'un autre écrivain personnage, libre et ingénu. Elle le rejoint dans sa grotte. Elle le rejoint dans son château souterrain, à Dôme. Là où, je cite, « les vallées sont perdues sous une brume claire, et sur elles un fantastique azur luit, criblé par les rayons d'un très jeune soleil. » Elle le rejoint pour y élaborer avec lui le plan d'occupation des lieux, en ne renonçant pas à cette écriture simple et immédiate. Cet écrivain personnage, c'est François Augiéras, qui fut dans ses livres, ainsi que dans sa propre existence, une sorte d'alter ego de Renata, refusant tout point d'ancrage trop longtemps, toute subordination à la société et presque toute possession. Dans son livre « Dôme » ou « L'essai d'occupation », écrit en 1970, publié en 1982 par Fata Morgana, amputé de quelques pages, et en 1990 en version intégrale, pour la première fois, soit 20 ans après la mort de l'auteur à 46 ans, François Augiéras raconte, sans le savoir tout à fait, les dernières années de sa vie. Il est déjà condamné, vit à l'hospice dans le Périgord, et il s'apprête à enterrer ses derniers cartons pour pénétrer dans l'ultime forêt qu'il ne quittera plus. Renata, après avoir un temps failli tomber dans la nausée aux côtés de Roquentin, se révolte, sort de l'apathie qui aurait pu la dévorer et va, comme le personnage Augiéras, se livrer tout entier à la nature et aux rites païens qui se cachent sous les bières, subsistent dans la lumière primordiale des étoiles ou se répandent dans les feux de la Saint-Jean. On les verrait presque, chacun leur tour, rejoindre les communautés de l'Arche, mots dont les occurrences sont nombreuses dans Dôme,
de Lanza del Vasto. Si seulement on pouvait y être libre. Ils vont cohabiter ensemble, sensibles et pauvres, sans jamais se rencontrer, mais en sachant qu'ils existent l'un pour l'autre, tout près, comme Krishna, cet adolescent presque magique qui existe pour Ogiras à la porte des Combes, dans des lieux de dôme qui lui sont encore inconnus parce qu'il s'est longtemps asservi à un espace plutôt que contraint à tous les explorer, préférant un temps un esclavage à un autre, au contraire de Renata, à qui tous les piétinements sont refusés, ou presque, car sa créatrice veille. Voilà pourquoi l'on sait que la quête de Renata est couronnée de succès, tout simplement parce que François Ogiras a existé. Voilà pourquoi elle dépasse le nihilisme et l'absurde des immédiats après-guerre. Voilà pourquoi Catherine Guérard écrit un roman en parfaite adéquation avec son temps et les temps à venir. Renata n'importe quoi est bien le roman du présent pur, mais du présent qui dure. Il n'y a ni passé ni avenir dans ce livre, et voilà pourquoi il ne peut y avoir qu'une seule phrase et qu'un seul point. Catherine Guérard a réussi un difficile tour de force en composant cette odyssée minuscule qui fait irrémédiablement songer à Homère et à James Joyce que la simplicité de cœur et de l'esprit rendrait au commun des mortels. Renata n'est ni une figure mythologique, ni une icône politique, bien qu'elle aurait pu aisément le devenir, et je m'étonne d'ailleurs qu'elle ne soit pas un avatar de diverses luttes. Non, Renata est la part d'obstination qui refuse de croire qu'un échec est possible. C'est la part de dépouillement qui nous rapproche des combats essentiels. Renata, enfin, est devenue un symbole de résurrection et d'audace grâce au travail des éditeurs du chemin de fer, maison à laquelle on peut accoler les éditions du Dilettante, les éditions du Passeur, les éditions Alia, et toutes ces maisons qui vont chercher des textes qui ne leur appartiennent pas pour réécrire l'histoire de notre littérature et réveiller les mémoires figées. Grâce à eux, Renata marche toujours dans sa forêt et entend toujours le chant des oiseaux. Et nous sommes à ses côtés, car après tout, chercher l'or des lettres dans ce qui a été oublié et n'existe plus, n'est-ce pas cela aussi, être un libre ?